que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est que là, on va faire pour la première fois un podcast qui va être en fait des questions-réponses avec le live ici. Donc là, je vais vous proposer de poser vos questions dans le live. Et puis moi, là, je suis en train de filmer avec, on le voit pas là, mais j'ai ma petite caméra, j'ai mon micro et tout ça. Donc la vidéo sera filmée et postée ensuite sur mon YouTube. Donc je vais sélectionner un peu les questions, je les prends un peu dans l'ordre et puis je vais y répondre le mieux possible. Alors on va commencer. Mac, est-ce qu'on est obligé d'aller mal pour aller voir un psychologue? Hyper bonne question. Alors, c'est l'image qu'on a, c'est qu'on se dit il faut que j'attende d'aller mal, voire très mal, avant d'enfin contacter un psychologue. Alors, la réponse est non. Vous n'avez pas besoin d'aller mal pour voir un psychologue. Un psy peut vous aider à faire plein de choses. Ça peut évidemment, quand il y a une psychopathologie, c'est nécessaire d'en voir un, mais ça peut être pour vous soutenir à des moments ou des moments difficiles, ça peut être pour vous aider à répondre à certains questionnements que vous pouvez vous poser dans votre vie, qui ne vous mettent pas forcément mal, mais qui vous interrogent. Un psy, ça peut vous aider à comprendre votre fonctionnement, comprendre pourquoi vous réagissez d'une telle manière ou pas. Ça peut vous aider à faire une orientation, une réorientation de carrière. Ça peut aussi vous aider à développer des compétences. Parce qu'on a cette vision que le psychologue, c'est celui qui nous amène de -5 jusqu'à 0, qui nous ramène à notre niveau de base, mais ça peut aussi être une personne qui nous amène de 0, notre niveau de base, à +1, +2, +3, etc. Donc, n'attendez pas d'aller mal pour voir un psychologue. Aussi, plus vous y allez vite, moins ça prend de temps pour retourner la situation. Et voilà, moi je peux que t'encourager à consulter si tu en ressens le besoin. Merci pour cette première question. Alors, pourquoi les psychologues et psychiatres minimisent le deuil périnatal? Alors, je pense qu'il ne faut pas faire une généralité. Parce que je suis désolé si tu as eu cette expérience. Mais je pense que tu as dû mal tomber aussi parce que tout le monde ne prend pas ça à la légère. Comment accepter ses émotions quand on est hypersensible? Merci Ninon pour cette question. Alors, en fait, il faut travailler avec ses émotions quand on est hypersensible de la même manière que si on ne l'est pas. Donc, en effet, l'hypersensibilité, on a tous une sensibilité plus ou moins grande à nos ressentis internes. Et aucunement c'est un problème. Ça peut même être une grande qualité, une grande force d'être particulièrement sensible. D'ailleurs, la plupart des artistes, que ce soit des peintres, chanteurs, musiciens, etc., ils tirent leur créativité et des splendides œuvres d'art de par cette sensibilité. Donc, on va gérer les émotions de la même manière que n'importe qui d'autre. Et comment est-ce qu'on utilise et on gère nos émotions? C'est en comprenant comment elles fonctionnent. C'est-à-dire, une émotion, ça nous indique un besoin qui est insatisfait, si c'est une émotion désagréable. Donc, on a un besoin insatisfait. Notre cerveau nous envoie une émotion pour nous signaler que ce besoin doit être rempli. Et dans émotion, il y a motion. Ça veut dire que ça nous pousse à une action, à un mouvement pour aller remplir le besoin. Dès le moment que le besoin est rempli, l'émotion, elle disparaît. Donc, la peur, par exemple, ça nous indique un besoin de sécurité. Donc, on va combattre, fuir ou se figer jusqu'à ce qu'on soit à nouveau en sécurité. L'anxiété, ça nous indique qu'il y a une menace potentielle qui pourrait nous arriver. Donc, ça va nous amener à chercher des manières de le prévenir. La colère, ça nous indique soit qu'il y a un décalage entre notre idéal et notre réalité, et du coup, on va chercher à réduire cet écart, ou bien ça nous indique que quelqu'un d'autre ne respecte pas nos limites et nos besoins. Et donc là, si c'est ça la source, il va falloir réaffirmer nos limites envers cette personne-là. Dès le moment qu'on fait ça, nos émotions, elles disparaissent. Et ça, quand on parle d'hypersensibilité, il y a beaucoup de confusion parce que beaucoup de gens rattachent certaines problématiques
au fait qu'ils sont hypersensibles, alors que ça n'a pas forcément grand-chose à voir. Le fait de ne pas exprimer ses besoins et de ne pas mettre de limites, eh bien, va faire qu'on va accumuler plein d'émotions. Mais c'est pas parce qu'on est hypersensible que du coup on a trop d'émotions, c'est juste qu'on met pas nos limites. Et donc là, on peut travailler ça en travaillant sur l'affirmation de soi. Bon, et si jamais, il y a une formation en ligne que je donne, donc c'est une formation qui est filmée, qui s'appelle Gestion des émotions, guide pratique, qui se trouve dans le lien dans ma bio et qui va t'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur comment gérer les émotions. Donc si ça t'intéresse de creuser ce sujet, va voir cette formation en ligne. Alors, Pablito, tu touches combien grâce à TikTok? Alors, je touche 0 francs, à moins que vous me fassiez des dons sur les lives TikTok avec des cadeaux. Mais là, depuis le temps que je suis sur TikTok, je ne suis même pas arrivé à 1 franc de dons. Donc non, je gagne 0 francs avec TikTok. Alors, TikTok me verse rien. Par contre, beaucoup de gens me contactent pour des consultations au travers de mes réseaux sociaux. Ça me permet aussi de faire connaître mes formations en ligne. Donc, je gagne indirectement de l'argent grâce à ça, parce que je me fais connaître à travers les réseaux sociaux. Mais comme je vis en Suisse, eh bien, malheureusement, on n'a pas la rémunération TikTok. Donc ça, c'est dommage pour moi. Si j'étais en France, je gagnerais un petit peu d'argent. Je ne gagnerais pas non plus des 1000 et des 100, mais ça me ferait quand même quelques dizaines ou centaines de francs à la fin du mois. Alors, Sab qui demande comment guérir de la blessure d'abandon. Alors, la peur de l'abandon, c'est une peur qui est très répandue, qui est même naturelle. Pourquoi ? Parce que quand on est enfant, c'est normal d'avoir peur de l'abandon, parce que si on nous abandonne, on ne peut pas survivre seul en tant qu'enfant. Donc, chaque enfant a cette peur en soi. Et puis, normalement, cette peur, elle s'apprivoise, on apprend à la gérer et à l'apaiser si on a des parents qui sont rassurants, un entourage qui nous apprend à nous rassurer, à avoir confiance en nous. Et puis, en devenant adulte, on apprend qu'on a la capacité de s'en sortir seul, même quand on nous abandonne. Et donc, que notre vie n'est plus en jeu. Ça, c'est quand ça se passe bien. Malheureusement, il y a des personnes qui vivent vraiment un abandon de la part des parents ou d'un des parents. Et du coup, ça va renforcer cette crainte. Donc, comment est-ce qu'on en guérit ? Moi, j'aime pas le terme de guérison parce que ça voudrait dire qu'il y a vraiment une blessure, puis on imagine une blessure vraiment qui est ouverte, qui saigne. Je pense que c'est important de recadrer ça sous une forme de peur, d'anxiété. Et puis, la peur, c'est une émotion. Donc, comme toute émotion, on peut apprendre à l'apaiser. Et donc, tout va aller dans l'apaisement de l'émotion quand elle monte, arriver à tolérer qu'elle soit là, puis petit à petit arriver à se rassurer. Et ça, on peut utiliser des techniques de reparenting, de reparentage en français, pour apaiser la peur de l'abandon. Le principe, ça va être de devenir le parent qu'on n'a pas eu ou dont on aurait eu besoin. Donc ça, on peut travailler sur notre enfant intérieur. Moi, je le fais souvent en hypnose. Mais une façon de travailler là-dessus, c'est de prendre, par exemple, une photo de toi quand tu étais petite. Et puis, à chaque fois que tu as peur, que tu as des craintes, tu as peur qu'on t'abandonne, etc., tu sors cette photo. Puis tu regardes cette petite dans les yeux et tu imagines que c'est elle qui te parle. Parce que ce n'est pas tes peurs de toi en tant qu'adulte, c'est les peurs d'une petite fille qui a peur qu'on l'abandonne. Et là, tu lui parles à elle et tu lui parles comme si tu devais la rassurer. Parce qu'on sait tous comment rassurer un petit enfant. Par contre, on ne sait pas toujours comment se rassurer soi-même. Alors, est-ce que je fais des thérapies par visio ? Oui, je fais des suivis par Skype ou d'autres plateformes. Donc, ça pose aucun souci, même si on fait de l'hypnose. Par contre, le problème, c'est souvent avec les gens qui n'habitent pas en Suisse, parce que les tarifs suisses sont bien plus élevés que les tarifs ailleurs en francophonie. Donc ça, c'est souvent le frein
assez suivi. Mais en soi, oui, moi je travaille avec des personnes dans le monde entier, hein. J'ai une personne qui est en Afrique, des personnes en Asie, en Suisse, dans tous les cantons, j'ai eu des personnes. Donc ça pose pas de souci. Est-ce que tous les psys peuvent diagnostiquer une maladie mentale? Merci pour cette question. Alors, le diagnostic, normalement, il en revient au psychiatre de le donner. Donc, un psychiatre, c'est un médecin qui a fait ensuite une spécialisation en psychologie, alors que le psychologue, il a fait tout son cursus universitaire en psycho. Alors, un psychologue ne met jamais, c'est pas lui qui écrit le diagnostic, c'est le psychiatre qui doit le faire et le valider. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Eh bien, c'est le psychologue très souvent qui va évaluer la personne, qui va faire une proposition de diagnostic que ensuite le psychiatre va valider. Christelle qui dit « Je suis sous traitement, mais aucun psychiatre ou psychologue me convient ». Alors, comment faire quand on suit un traitement chez un psychologue, mais que ce psychologue ne nous convient pas? C'est malheureusement une réalité. Comme dans toute profession, eh bien, chez les psychologues, il y a des bons et des mauvais. Et c'est vraiment important, quand vous allez voir un psy, d'être attentif à deux choses. La première, c'est le feeling que vous avez avec, le contact. En termes techniques, on appelle ça l'alliance thérapeutique. Donc, si vous n'avez pas ça, il faut partir tout de suite parce que l'alliance thérapeutique, c'est ce qui va garantir déjà 50% de l'efficacité d'une thérapie. Donc, si vous n'entendez pas bien avec votre psy, eh bien, il faut changer. Ça ne veut pas dire que vous devez être ami avec, ce n'est pas une relation amicale, mais vous devez avoir un bon feeling, vous sentir en confiance et vous sentir que vous pouvez partager librement avec lui. Et puis, la deuxième chose dont on parle malheureusement pas du tout assez en psychologie, c'est l'efficacité. Un suivi psychologique, il doit amener à des résultats, c'est-à-dire à un mieux-être, à une évolution. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de psychologues qui oublient cette partie-là et qui accompagnent de manière chronique des gens pendant des mois, des années, voire des dizaines d'années. Donc, si vous allez chez un psychologue, c'est pour avoir des résultats. Alors, ces résultats, des fois, ils peuvent prendre du temps, hein. Ça ne veut pas dire qu'en une séance, on règle tout. Mais par contre, il faut que, au fur et à mesure, vous voyez une évolution. Si vous ne vous en voyez pas, il faut changer de psy. Alors malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de trouver un psychologue, d'avoir un rendez-vous. Donc ça peut être très frustrant quand on tombe sur un psy et que ça ne se passe pas bien. Mais vraiment, je vous encourage à tester différents psychologues aussi parce qu'il y a tellement d'approches différentes. Et un psychologue qui fait de la psychanalyse sera totalement différent de quelqu'un qui fait de la TCC, de la systémique, d'un psychologue comme moi qui fait du coaching et de l'hypnose. Donc, allez vous renseigner sur les différentes approches qui sont présentes, voir ce qui vous parle le plus, et puis choisissez votre psy en fonction de ça. Laetitia qui demande comment combattre efficacement des idées noires seules, par de la reprogrammation. Alors, si tu as des idées noires, les idées noires, généralement, ça veut dire qu'on commence à penser à la mort et au suicide. C'est quand même des pensées qui ne sont pas anodines, voire qui peuvent être inquiétantes. Donc, je t'encourage à ne justement pas chercher à les combattre seul. Si tu as des idées noires, c'est que tu as besoin d'aide. Et il faut appeler à l'aide, que ça soit un psychologue, que ça soit ton médecin, que ça soit ton entourage. Ça ne sert à rien de rester seul avec ton malheur. Surtout que la tristesse, elle nous indique qu'on a besoin de soutien et d'être entouré. Donc, plus tu t'isoles avec ça, plus tu vas te sentir triste. Dès le moment où tu appelles à l'aide, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont autour de toi, qui sont là pour t'entourer, qui comptent et pour qui tu comptes. Et ça va t'aider déjà à aller vers le chemin du mieux-être. Est-il normal de se mettre à pleurer sans raison particulière le soir avant d'aller dormir? Alors écoute, Élise, c'est difficile de te répondre sans connaître vraiment ta situation. Non, a priori, c'est un peu surprenant. Alors des fois, il peut y avoir des effets
hormonaux, par exemple les femmes avec votre cycle hormonal, ça peut créer des réactions émotionnelles sans qu'il y ait vraiment quelque chose dont on doit s'inquiéter. Mais si c'est quelque chose de régulier, eh bien, ça mérite d'y jeter un œil pour voir s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas une dépression sous-jacente ou s'il n'y a pas d'autres choses qui te travaillent. Ina qui dit: ces derniers temps, dès que je vois un bébé ou une femme enceinte, je pleure, je n'arrive plus à gérer. Alors en effet, je ne connais pas ta situation, mais ça peut arriver quand nous-mêmes, on a un projet d'enfant et qu'on n'arrive pas à en avoir pour X raisons que ce soit. Eh bien, tout d'un coup, on a l'impression qu'on voit plus que ça dans la rue. Et puis, chaque fois qu'on est confronté à cela, ça nous impacte et ça nous fait mal émotionnellement. Si c'est quelque chose qui vraiment te limite dans ton quotidien et qui te fait mal, eh bien, je te recommande vraiment d'aller chercher un accompagnement avec un professionnel pour pouvoir travailler ça, parce que c'est normal que ça puisse te toucher si c'est un projet que toi tu as et que tu n'arrives pas à concrétiser, mais c'est pas normal si ça t'envahit. Enfin, c'est pas normal. Ça ne devrait pas t'envahir ou être une source réellement de souffrance au quotidien. Donc, je t'encourage à vraiment aller consulter. Comment se débarrasser d'une personne toxique ? Alors, premièrement, pour moi, il n'y a pas de personne toxique. On est tous faits de chair humaine, on n'a pas de substances toxiques en nous qui émanent et qui font du mal autour de nous. Pour moi, eh bien, il n'y a que des personnes qui ont des comportements qui peuvent être adéquats ou pas, et il y a des relations qui nous conviennent ou pas. Donc, moi, j'aime déjà pas cette vision de personnes toxiques. C'est juste des personnes, la plupart du temps, qui sont en souffrance et qui mériteraient d'avoir de l'aide. Alors, comment se débarrasser d'une personne qu'on appelle toxique, pour reprendre tes termes ? Eh bien, c'est d'être très clair sur nos limites, d'être très au clair sur qu'est-ce que je tolère dans une relation, qu'est-ce que je tolère pas, et de se rappeler que peu importe la relation, peu importe la personne, eh bien, on a la capacité de dire non, de dire stop, là, je ne suis plus d'accord. Et parfois, c'est pas facile quand c'est une personne avec qui on est en couple, par exemple, parce qu'on se dit, ah, mais j'ai quand même des sentiments. Mais il faut faire la différence entre les sentiments et ce qu'on tolère. Parce qu'on peut avoir des sentiments pour une personne qui est très maltraitante. Mais ce n'est pas parce qu'on a des sentiments qu'on doit rester avec. Donc, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, il ne faut pas vous fier à vos sentiments. Il faut qu'il y ait des sentiments et que cette personne, elle respecte la base d'une relation, c'est-à-dire le respect mutuel, la bienveillance, et qu'il n'y ait aucune trace de violence, que ce soit physique, psychologique, verbale. Dès qu'il y a de la violence qui rentre dans une relation, il faut fuir ou en tout cas agir très vite. Et si ça ne change pas, il faut partir de cette relation. Comment gérer une personne de notre famille qui nous blesse dans ce qu'elle nous dit ? Pas facile de gérer les relations familiales parce que c'est souvent des personnes qu'on est amené à voir régulièrement et puis où il y a pas mal d'enjeux. Mais je pense que c'est important de savoir mettre ses limites, que ce soit avec des personnes de notre famille ou autres, et de pouvoir pour cela exprimer à la personne ce que ça nous fait quand elle nous dit quelque chose. De pouvoir exprimer que quand tu me dis ça, je me sens mal, je me sens stressé, je me sens dévalorisé, et de demander très clairement de changer de comportement et d'exprimer pourquoi. Ça ne garantit pas que la personne en face va changer. Par contre, ça vous assure de pouvoir au moins l'exprimer. Et ensuite, la personne, elle en sera consciente. C'est elle qui fait le choix de continuer à agir d'une certaine manière en sachant que ça vous fait vous sentir mal. Mais pour la plupart des gens, dès le moment où ils comprennent l'impact de leurs actes et de leurs mots sur les autres, eh bien, souvent, ça permet d'apaiser ces comportements. Et puis, après, si la personne ne change pas, à toi de décider si tu continues d'avoir des contacts avec. Et aussi, tu peux travailler sur toi, sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, pour décider de prendre la distance avec les paroles de cette personne. Jennifer qui demande « Comment faire pour calmer mon anxiété, moi qui suis anxieuse de nature ?» Alors,
On a tous une sensibilité plus ou moins forte à l'anxiété, qui est une émotion qui est normale. Par contre, ce qui crée une anxiété qui devient maladive, entre guillemets, ou envahissante, c'est surtout notre éducation et notre manière de penser, et ce sur quoi on pose notre attention. Donc, comment travailler sur l'anxiété? Il faut travailler sur où on met notre attention et arriver à ramener le plus possible notre attention dans l'ici, maintenant, qu'est-ce qui est en mon contrôle. Parce que l'anxiété, elle se crée lorsqu'on anticipe une menace potentielle. Et puis alors, soit on revient ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Puis ça va nous aider à prévenir ces menaces, tout en acceptant qu'on ne peut pas avoir un risque zéro, on ne peut pas annuler le risque. Et là, l'anxiété, généralement, elle descend. Par contre, elle va devenir envahissante si on n'accepte pas que le risque zéro n'existe pas. Et puis qu'on veut absolument annuler le risque qu'on anticipe, parce que là, notre cerveau, il va continuer à chercher des solutions, mais il ne peut pas trouver de solution car il n'a pas le contrôle sur l'avenir. Et c'est là où, en fait, l'anxiété, elle va commencer à nous envahir. Donc, il y a déjà ce contrôle de l'attention. Et puis, une deuxième manière d'apaiser l'anxiété, c'est de travailler sur des techniques psychocorporelles. Donc ça peut être avec des techniques de respiration, par exemple, avec la respiration ventrale, c'est-à-dire à respirer plus avec le bas des poumons que le haut. Une respiration calmante qui est très classique, c'est d'inspirer par le nez, environ 4 secondes, et d'expirer par la bouche le plus longtemps possible. Ça permet déjà d'apaiser le corps. Quand vous êtes très anxieux, ça peut aider aussi des fois de faire un moment d'apnée, c'est-à-dire de couper la respiration. Ça aide à couper aussi les pensées qui s'emballent et puis ça force après à retrouver un rythme de respiration qui est plus calme. Merci d'être sincère et de donner tes limites, les limites de tes connaissances. Ça, c'est crucial en fait. Ça fait partie de la confiance en soi en fait. Avoir confiance en soi, c'est être capable de reconnaître ses limites et de savoir que dire je sais pas, ça fait pas de nous quelqu'un de mauvais. Donc oui, en effet, quand quand il y a quelque chose que je sais pas, je le dis. Quand il y a un domaine que je ne connais pas ou une situation que je me sens pas de prendre, je le dis dans mes consultations. C'est hyper important. Quelle est la différence entre un homme contrôlant et un homme protecteur? Alors, je ne sais pas exactement comment répondre à cette question. Pour moi, un homme contrôlant, eh bien, c'est quelqu'un, et puis on pourrait prendre ça aussi pour une femme, mais c'est quelqu'un qui va chercher à avoir du contrôle sur ta vie, qui va te dire ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. Alors, moi, je pars du principe que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est juste pour toi et ce que tu as le droit de faire ou pas. Alors évidemment, il y a la loi, on est d'accord, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit te dire ce que tu as le droit ou pas de faire, notamment dans un couple. Alors, quelqu'un qui est protecteur, un homme protecteur, c'est quelqu'un qui va reconnaître ta liberté, ton autonomie, qui va te laisser agir par toi-même et qui va se montrer disponible, présent, lorsque tu as besoin de lui pour te protéger s'il faut ou pour t'aider, te soutenir. Voilà. Donc un homme contrôlant, c'est quelqu'un qui cherche à avoir du contrôle sur toi, qui te dit ce qu'il faut faire ou pas. Un homme protecteur, c'est quelqu'un qui te soutient dans ton autonomie, dans ta liberté. Est-ce que c'est le patient qui doit demander à être diagnostiqué d'une maladie psy? Alors, pas forcément. Disons, pour moi, un diagnostic, ça ne doit pas être la fin en soi. On ne doit pas aller voir un psychologue pour savoir quel diagnostic on a. On va voir un psychologue pour apprendre à gérer certaines de nos situations, à résoudre certains de nos problèmes. Et puis, parfois, on peut poser un diagnostic qui va nous aider à comprendre en fait la personne. Et ce diagnostic, il doit nous aider à trouver des pistes de solutions pour la personne. Donc, le diagnostic n'est pas une fin en soi, c'est une indication, un schéma de compréhension qui va permettre ensuite au thérapeute de trouver les meilleures solutions pour aider la personne. Et ça, c'est le problème justement chez beaucoup de personnes qui veulent
avoir un diagnostic pour ensuite légitimer leurs actions, leurs comportements par ce diagnostic. Et qui vont dire, non mais c'est normal, moi je ne peux pas faire ça parce que j'ai tel diagnostic. Et ça devient très problématique parce que du coup le diagnostic se met au niveau de l'identité et puis devient, entre guillemets, une excuse pour justifier tout et n'importe quoi. Je trouve cool, là je vois ça discute un peu dans les commentaires. Je trouve ça cool que mes lives puissent être aussi un lieu où les gens peuvent échanger, peuvent parler de leurs expériences. C'est pas la première fois que ça arrive et je trouve ça super cool. Faut-il voir un médecin ou consulter lorsqu'on souffre de TOC? Donc le TOC, c'est trouble obsessionnel compulsif. Un TOC, c'est lorsque on a de l'anxiété et puis on va avoir des rituels qui vont répondre en fait à des superstitions, si on veut. C'est-à-dire qu'on a peur qu'une catastrophe arrive. Souvent, il y a une sorte de pensée magique et où on se dit, si je ne me lave pas les mains, eh bien, je vais contaminer toute ma famille, par exemple. Si je ne ferme pas la porte, on va me cambrioler. Ou ça peut aller dans des choses beaucoup plus extravagantes. On se dit, si je ne fais pas 3 fois le même geste, il va arriver du malheur à ma famille. Alors, si vous souffrez de TOC, c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de gens à un moment de la vie. Ça ne veut pas dire que ça dure forcément, mais c'est important de consulter un psychologue pour travailler là-dessus. Une des hypothèses des TOC, de l'origine des TOC, eh bien, c'est qu'il y a l'évitement d'une confrontation avec une personne, ça peut être quelqu'un dans le couple, dans le job, n'importe quoi. Et puis, on a peur de la confrontation, alors on va isoler, réprimer cette agressivité ou ces émotions-là. Et puis ensuite, on va les déplacer en fait sur un autre objet psychique qui va être souvent en lien avec la crainte. Donc tout d'un coup, on a peur de blesser l'autre, alors on va se laver les mains pour pas le contaminer, ou on va être hyper vigilant sur la route à ne pas avoir écrasé quelqu'un. Alors, ça demande tout un travail d'aller justement se reconfronter à ces émotions, proposer une possibilité de se confronter à cette agressivité ou à cette peur de base. On peut le faire à travers l'hypnose, par exemple, pour apaiser ces TOC. Pouvez-vous parler de l'EMDR? L'EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Donc, c'est une technique thérapeutique où c'est une sorte d'hypnose et où on va alterner des mouvements d'yeux de gauche à droite. Ça peut être aussi avec des tapotements. Alors, ce n'est pas une technique que je pratique. Moi, je pratique l'hypnose. L'EMDR, c'est un état d'hypnose, puis on ajoute ça. Et puis la théorie derrière, c'est qu'il y aurait en fait un processus thérapeutique qui se fait lorsque on raconte par exemple un traumatisme, tout en associant des mouvements d'yeux. De ce que j'ai lu, c'est pas forcément lié avec les yeux, ça n'apporte pas forcément quelque chose, mais par contre l'état hypnotique que cela procure peut être très utile pour soigner justement des stress post-traumatiques et d'autres traumatismes. Donc le MDR ou l'hypnose, ça peut être des superbes techniques si vous souffrez d'un traumatisme. Alors ça c'est la grande question. Si je demande une ordonnance à mon médecin, est-ce que je peux être remboursé pour mes séances de psy? Alors, en Suisse, voici la situation. En Suisse, il y a des psychologues. C'est des gens qui ont fait un master en psychologie. Ça, c'est comme moi. Ensuite, il y a des gens qui font un post-grade en psychothérapie et qui deviennent psychologues, psychothérapeutes. Et puis, à côté de ça, il y a des médecins qui font une spécialisation en psychologie et ça devient des psychiatres. Le psychiatre, il gère particulièrement tout ce qui est en lien avec des médicaments pour des troubles psy. Et puis, le psychologue, comme moi, il va faire de l'accompagnement psychologique. Donc, il ne prend généralement pas des situations trop psychopathologiques, trop lourdes. Ça, on va les laisser pour des psychothérapies et des psychothérapeutes. Donc, en Suisse, actuellement, voici la situation. Les psychologues, comme moi, sont remboursés par certaines assurances complémentaires.
les psychothérapeutes sont remboursés par l'assurance maladie de base. Ça vient de changer. Il y a une nouvelle loi qui vient de passer. Et les psychiatres sont remboursés par l'assurance maladie de base. Si vous êtes en France ou en Belgique, j'en sais rien. Je ne connais pas votre système. Qu'est-ce qui définit une personne dépendante affective ? À nouveau, moi, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait très déterministe. Moi, je suis dépendant affectif. Mais comment est-ce qu'on peut apaiser sa dépendance affective, entre guillemets ? Eh bien, c'est en travaillant sur l'estime de soi. Souvent, quand on rentre dans une sorte de ce que les gens appellent une dépendance affective, qui est un terme que moi, j'aime pas, c'est qu'on manque d'estime de soi et du coup, on cherche tout le temps à être valorisé, à être rassuré par l'autre. Souvent parce que quand on a été plus jeune, peut-être qu'on n'a pas eu des parents qui nous ont suffisamment sécurisés, qui nous ont suffisamment aidés à nous rassurer et à nous rassurer par nous-mêmes. Donc, on continue à le faire à l'âge adulte. Donc, en travaillant sur l'estime de soi, ça permet progressivement d'arriver à apaiser ses émotions quand il y a de l'anxiété qui monte. On peut apprendre à gérer cette anxiété et puis petit à petit arriver à se valoriser par soi-même, à se rassurer par soi-même, afin de sortir de la dépendance à l'autre. J'ai le Covid et depuis, je suis bourré d'angoisse. Est-ce que ça peut donner des angoisses ? Écoute, y a plein de choses autour du Covid qui peuvent... Alors, le Covid peut créer des angoisses de l'avoir, de l'attraper, etc. Ça peut créer comme des symptômes anxieux parfois le Covid parce que tout d'un coup on a de la peine à respirer, on va avoir des douleurs thoraciques et ça peut provoquer des angoisses. Laetitia qui dit « Merci Julien, me confier reste difficile et j'ai peur d'être ridiculisé ». Du coup je vais un peu répondre à ça, mais comment faire lorsqu'on a peur d'aller parler à un psychologue ? Bien sûr, aller voir un psychologue, ça peut être impressionnant. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et du coup, on peut se dire, mais comment je vais faire pour lui parler de moi ? Qu'est-ce que je vais devoir lui dire ? Et puis, on peut se sentir mal à l'aise par rapport à cela. Mais il faut comprendre qu'un psychologue, c'est un professionnel de la santé mentale. Donc, c'est une personne qui est là, qui ne va pas vous juger, qui voit toute la journée des personnes qui lui racontent des histoires difficiles. Donc, un psychologue, il est là pour accueillir ce que vous avez à dire, pour vous donner un avis neutre sur votre situation, pour vous donner des pistes d'amélioration, pour vous questionner sur comment vous vous comportez, sur votre fonctionnement, etc. Donc, il faut le voir comme un partenaire, comme un équipier, comme un coach, si vous voulez. Moi, je fais notamment du coaching, et j'aime bien ce terme, parce que c'est une équipe qui avance pour aller dans la direction que vous souhaitez. Un psychologue, s'il vous juge, si vous ne vous sentez pas entendu, pas validé, etc., partez immédiatement. Inzaya Faye qui dit « Charlatan encore ? Ah non !» Merci de ne pas me considérer comme un charlatan. C'est marrant parce que j'avais eu un article dans le Blick, c'est un grand journal, un grand journal. C'est un journal très populaire en Suisse allemande notamment, et puis qui s'est implanté finalement en Suisse romande. Et puis, en fait, sans le savoir, tout d'un coup, on m'a envoyé un article qui titrait un truc du genre « Les charlatans de la santé mentale » ou un truc comme ça. Et puis, dans l'article, il me citait en montrant mon profil TikTok. Alors, il ne m'insultait pas directement de charlatan, mais... Voilà, il remettait en question les personnes qui faisaient du contenu de santé mentale sur les réseaux sociaux, puis en mettant en garde là-dessus. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais ça m'avait fait rire de voir ce titre d'article, quoi. Est-ce que l'hormone du stress peut avoir un impact sur la dépression ou la santé mentale en général ? Alors, absolument, l'hormone du stress, c'est notamment le cortisol. Donc c'est une hormone qui est nécessaire, qui nous permet de réagir face à des demandes de l'environnement. Donc le stress peut être très positif, il devient négatif quand il est chronique. Et quand il devient chronique, ça crée une inflammation dans le corps, dans le système nerveux, dans les organes. Et ça va être dommageable pour les organes en général et pour le cerveau notamment.
Quand il y a trop de stress, notre cerveau, il arrête de produire des neurones, il va moins faire de connexions entre eux parce qu'il est un peu en mode survie. Et donc, il faut le voir un peu comme une surchauffe. Et quand il y a trop d'inflammation, ben, ça peut créer différentes maladies. Ça peut créer des maladies chroniques. Il y a beaucoup de maladies inflammatoires, notamment. Et puis, ben, ça peut aussi créer différentes maladies mentales, ou en tout cas problèmes psychologiques. Ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être une dépression, un burn-out ou d'autres problématiques. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au stress chronique, prendre soin de soi au quotidien, faire de la prévention, s'aménager des moments de calme, des moments ressources, que ça soit psychiquement comme physiquement, pour éviter les maladies physiques et mentales. Ah, Strella, super question, qui demande si les formations en ligne que je propose, est-ce qu'elles peuvent être à destination des psys pour étayer leur boîte à outils? Bah écoute, je suis super content que tu poses cette question parce que c'est vrai que les destinataires principaux de mes formations, c'est les utilisateurs, entre guillemets, donc des clients, entre guillemets. Mais par contre, je propose plein d'exercices pratiques dedans. Et donc, si tu es psychologue, en effet, de prendre ces formations, ça te donne en fait plein d'outils, plein d'exercices. Donc oui, ça peut être super utile. Et d'ailleurs, je réfléchis, je ne sais pas si c'est un problème où je ne me sens pas encore légitime de donner des formations à des psychologues, je mets ça un peu dans un coin de ma tête où je me dis que j'aimerais bien aussi peut-être transmettre un peu les outils que j'ai. On verra quand je le fais, mais oui, complètement. Alors ça peut être très utile. Quelles sont mes spécialités en psy? Eh bien, moi, je me suis formé à des approches d'accompagnement bref, de thérapie brève, qui sont premièrement le coaching. Donc, il faut comprendre que le coaching, c'est des techniques qui sont créées à la base par des psychothérapeutes. Donc, le coaching, à la base, ça a été créé par des psychothérapeutes américains qui cherchaient à être le plus efficace possible. Moi, je suis formé dans l'approche centrée solution. C'était des psychothérapeutes qui travaillaient avec des populations très marginalisées, des SDF notamment, des toxicomanes ou des personnes que des fois, ils ne voyaient qu'une fois ou deux. Et puis, ils se sont dit, mais ces personnes qui sont très précarisées, on ne peut pas avoir un suivi régulier avec elles parce qu'au bout d'un moment, elles ne viennent plus. Alors, comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible, leur apporter le maximum possible en un minimum de temps? Et ils ont commencé à analyser toutes les questions que les psychothérapeutes posaient dans leurs entretiens. Et ils prenaient toutes les approches en psy. Et puis, ils ont identifié quelles étaient les questions qui étaient les plus efficaces. Puis, à partir de là, ils ont créé leur méthode qui est celle du coaching centré solution. Et moi, je me suis formé à cette approche parce qu'elle est efficace. Elle a pour but d'améliorer la qualité de vie et d'aider les gens dans un minimum de séances. Donc ça, c'est ma première approche. Puis la deuxième approche que j'utilise énormément, c'est l'hypnose ericksonienne notamment. Et puis ça, j'utilise l'hypnose beaucoup pour tout ce qui est gestion des émotions. J'utilise beaucoup pour gérer l'anxiété, des crises d'angoisse notamment, mais ça peut être aussi utilisé pour apprendre à gérer un deuil, pour aussi changer des comportements. Ça peut être, c'est connu pour la cigarette, mais ça peut être d'autres types de comportements. Sab, comment prendre un rendez-vous visio avec toi? Alors ça peut être, tu peux aller sur mon site. Alors soit il y a mon mail dans ma bio TikTok. Si tu vas sur mon profil, il y a mon mail. Donc tu peux m'envoyer un mail. Ou autrement, aller directement sur mon site internet. C'est betterme.ch. betterme.ch. Est-ce qu'il faut suivre un traitement médicamenteux quand on a des TOC? Alors, les troubles obsessionnels compulsifs, parfois on prescrit des antidépresseurs. Ça peut donner des bons résultats parfois, mais ce qui est surtout important, c'est de suivre une thérapie. Alors il y a des thérapies, notamment thérapies cognitivo-comportementales, qui peuvent être assez efficaces par rapport à ça. Il y a aussi des thérapies via l'hypnose qui peuvent donner des bons résultats. Comment faire pour arrêter de procrastiner? La procrastination, ça vient souvent de deux choses. Ça vient d'une anxiété par rapport à ce qu'on doit faire.
Ça veut dire qu'on a une tâche à faire et puis cette tâche, elle nous provoque une anxiété. Et la procrastination, elle nous aide à éviter cette anxiété, à la calmer sur le moment en évitant la tâche. Donc, je dois faire quelque chose, l'anxiété monte et puis la meilleure façon que je trouve sur le moment pour apaiser l'anxiété, c'est que je ne fais pas ma tâche. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on l'évite, eh bien, ça augmente l'anxiété pour la fois d'après. Et puis, la procrastination, c'est souvent très en lien avec l'estime de soi, parce que très souvent, si on procrastine, c'est qu'on a peur d'être jugé par les autres. On a peur qu'on nous juge sur nos résultats, sur ce qu'on produit. Et donc, c'est plus simple de dire non, j'ai la flemme, je procrastine, que de dire j'ai peur d'être jugé parce que je lie ma valeur personnelle à mes performances. Donc, la meilleure façon de lutter contre la procrastination, c'est d'apprendre à gérer cette anxiété sur le moment pour l'apaiser et après décider de se mettre à la tâche, et également de travailler sur l'estime de soi pour arrêter de lier notre valeur personnelle à nos performances ou à quoi que ce soit d'autre, et simplement se rappeler que notre valeur est inconditionnelle. Voilà, je vois que l'heure tourne, je vais avoir bientôt une consultation. Du coup, je vais devoir malheureusement vous laisser. Désolé pour les personnes à qui je n'ai pas pu répondre. Je referai peut-être des questions-réponses comme ça. Si vous voulez réécouter ce live, je vais le mettre en podcast. Alors vous pouvez rejoindre mon podcast qui s'appelle Mon Psy part en live sur Spotify, Apple Podcast. Si vous voulez me rendre un énorme service, allez mettre des commentaires sur Apple Podcast et une évaluation. Alors si vous arrivez à me mettre 5 étoiles, c'est top. Si vous voulez me mettre moins, vous pouvez mettre moins. Soyez honnête dans l'évaluation. Sur Spotify, on peut mettre des étoiles aussi. Et franchement, si vous le faites, c'est hyper cool parce que ça permet à mon podcast d'être recommandé à de plus en plus de personnes. Donc ça, c'est une super façon de me soutenir. Si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi, il y a mon mail dans ma bio de profil. Vous pouvez me contacter. Si vous voulez rejoindre mes formations en ligne pour travailler sur vous avec des outils concrets, pratiques et à des prix vraiment accessibles, il y a le lien qui donne accès à tout cela dans ma bio de profil. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part merci pour aujourd'hui, et puis à très bientôt. Je referai sûrement des lives comme ça. Donc merci beaucoup pour la participation.